Alors, en yoga, en général, Ouais. du moins pendant une pratique physique, on va respirer et expirer majoritairement par le nez. Parce que ça nous permet de garder l'énergie que l'on va créer, créer de la chaleur, et c'est des respirations qui vont nous permettre de passer au-delà, dans certains cas assez challengeants, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est une respiration qui va se faire par l'arrière de la gorge. C'est une respiration qui fait le bruit semblable à celui d'une vague. Donc ça va être une respiration qu'on va utiliser pendant une pratique physique. Mais on a plein de types de respirations différentes. On va avoir des respirations qui vont être énergisantes, d'autres qui vont t'aider en effet à faire une balance entre ton yin et ton yang, entre guillemets, ton énergie forte et plus calme, l'énergie masculine, féminine, etc. On a deux hémisphères. La partie droite, c'est le yang, c'est la partie masculine, la partie énergie très forte, etc. Et la partie gauche, donc c'est la lune, la partie féminine, le calme. Bonjour Manon. Bonjour Thierry. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici aussi. Dans le cadre de mon podcast. L'occasion pour nous d'échanger sur nos passions communes, celles autour du développement personnel et de l'accompagnement, et de ce que tu fais aujourd'hui, notamment du yoga. Donc je vais te proposer dans un premier temps, c'est de te présenter. Puis ensuite, nous allons échanger au travers des questions que je vais te poser, si c'est OK pour toi. C'est OK pour moi. Eh bien, du coup, comme tu l'as si bien dit, je suis aujourd'hui professeure de yoga. J'ai toujours été passionnée par le mouvement depuis toute petite. Et j'ai rencontré malheureusement une blessure au dos il y a quelques années maintenant, qui du coup m'a envoyée sur cette pratique qu'est le yoga et qui m'a donné beaucoup plus d'intéressement. J'ai voulu aller beaucoup plus loin pour apprendre à connaître ce mode de vie. Parce que le yoga aujourd'hui n'est pas juste une simple pratique, on en parlera un petit peu plus tard. Et j'ai décidé, par passion, de me professionnaliser là-dedans, d'effectuer les formations nécessaires pour pouvoir accompagner les personnes et les aider à régler différents maux, que ce soit physiques, mentaux ou psychiques. Voilà. Donc aujourd'hui, je vis à Bali. J'accompagne des personnes à travers cette pratique qu'est le yoga et à travers d'autres pratiques énergétiques également, comme celle du Reiki. OK. Voilà. On entend beaucoup parler du yoga. Oui. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que peu de personnes savent précisément ce que c'est le yoga. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le yoga ? Peut-être on parle un peu de son histoire et de ses pratiques, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, une grande partie, surtout en Occident, des personnes pensent que le yoga, c'est juste une pratique physique sur tapis, enchaîner des positions assez acrobatiques, etc. Mais le yoga, ça ne se limite absolument pas à ça. Cette pratique-là, c'est 1/8 de la pratique du yoga. Le yoga, c'est une pratique complètement pluridisciplinaire. Il est composé de 8 membres. Donc on a les yamas et les niyamas. Je vais parler un peu en sanskrit, mais donc je vais expliquer bien entendu ce que c'est. Ce sont des règles de vie, de comportement. Ensuite, on va avoir les pranayama. On en entend aussi beaucoup parler sur les réseaux, etc. Donc c'est la respiration, la force vitale. Les asanas, donc du coup la pratique physique sur tapis ou pas d'ailleurs. On va avoir pratyahara, le retrait des sens, donc la capacité d'être là à l'instant présent, de pouvoir, entre guillemets, effectuer une bulle et voilà, le retrait des sens en fait. Ça veut dire ce que ça veut dire, entre guillemets. Et ensuite, on a dhyana et dharana, donc la concentration et la méditation. On n'est pas du tout sur la même chose parce que la concentration, c'est quelque chose que l'on fait volontairement. La méditation, c'est quelque chose qui nous arrive. On ne décide pas d'un coup de méditer. On peut décider de se concentrer, de se concentrer sur notre respiration, etc. Et la méditation va arriver ou pas si ça se passe. Et ensuite, on a samadhi, donc qui est en fait le goal, l'objectif du yogi à la base, donc c'est d'arriver au bien-être ultime, bliss en anglais, voilà. Donc le yoga en effet est composé de ces 8 membres-là. C'est donc au-delà d'une pratique physique, c'est un mode de vie. C'est une façon de penser, c'est une façon de ressentir, c'est une façon de parler, de bouger, de respirer. Voilà, c'est un tout.
Donc le yoga, en effet, c'est une pratique qui est holistique parce que on travaille aussi bien sur le physique que sur le mental. Et c'est une pratique qui est très spirituelle. Donc on va parler aussi de psyché, etc. Quelqu'un qui pratique réellement, entre guillemets, le yoga dans son plein pouvoir et dans son intégralité, entre guillemets, va en effet être assez spirituel, assez connecté, entre guillemets. On va beaucoup parler d'énergie, de chakras, de tout plein de choses assez intéressantes qui peuvent parfois paraître un petit peu décalées par rapport au monde très terre-à-terre et cartésien qu'on peut avoir surtout en Occident. D'accord. Donc, plusieurs formes de pratiques qu'on peut regrouper autour d'une forme de spiritualité. Oui. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit parce que ça m'a interpellé. On décide de se concentrer, mais pas de méditer. Ça, c'est super intéressant d'entendre ça, parce que du coup, c'est pas dans les approches qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde occidental. Et moi-même, quand je propose à des personnes de mettre en place des routines, je vais leur dire de commencer par la respiration. Donc, je décide de faire de la respiration. Je peux décider de méditer, décider de faire de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est une forme de concentration, d'hyperfocalisation. Alors que dans ton approche à toi, la méditation est le continuum d'un état de concentration. Oui, alors, la méditation, c'est un état dans lequel on va tomber, plonger. C'est, entre guillemets, dans la formation yoga traditionnelle, en effet, on va dire que les 6 premiers membres, donc les 6 premiers que j'ai dit, les règles, etc., la pratique physique, la respiration, etc., sont des choses que on va pouvoir gérer, qu'on va mettre en place. Et Dhyana et Samadhi, donc les 2 derniers membres, sont des choses qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'en effet, par exemple, Samadhi, par exemple, le but ultime, ça va nous arriver. Mais on se dit pas, hop, aujourd'hui j'attends Samadhi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va te tomber dessus. On est peut-être déjà tous passés par ce stade-là. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes, ça peut venir, ça peut jamais revenir. Mais en effet, la méditation, tu décides en effet d'aller vers cet état. Cet état, C'est sûr. Tu vas mettre en place tout ce qu'il faut, les pranas, la concentration. On essaye de revenir au centre, au vital, donc le cœur et la respiration. Tu vas te concentrer là-dedans et paf, peut-être que tu vas tomber dans la méditation. Mais en effet, c'est pas hop, là je décide, je médite. Non, là je médite pas. Je me concentre. Ouais, je me concentre, d'accord. Donc, de toute façon, pour arriver à cet état, tu dois préparer cet état. Et donc, dans la pratique du yoga, il y a des étapes. C'est ça, si je comprends bien. Du coup, à respecter pour arriver à cet état que tu provoques pas, ou que tu provoques peut-être, mais c'est pas le débat. Mais en tout cas, c'est dans la forme et dans l'approche que c'est intéressant. Parce que du coup, tu vois, dans la façon de présenter, c'est différent. Et moi, je vois bien des fois dans ma façon de proposer la méditation, des fois ça va parler à des gens, à d'autres personnes ça va pas du tout leur parler. Aujourd'hui, les gens qui sont pas du tout dans ce monde-là, dans le développement personnel, dans la spiritualité ou dans la pratique de yoga ou de ce genre de pratique-là, vont penser que, en effet, méditer, c'est se mettre en tailleur, regarder une flamme et un peu bugger dessus pendant X temps, de vraiment se concentrer. Mais on peut méditer en faisant de la cuisine, on peut méditer en se baladant dans la forêt, on peut méditer. Et pourquoi justement? Parce que ça nous arrive sans qu'on le décide réellement. Donc, en fait, on va vraiment se retrouver dans un état particulier. Tu le sais bien, c'est neuroscientifique, etc. Donc, en effet, la méditation, c'est pas forcément quelque chose de boring, de hyper cadré, etc. On peut méditer de manière complètement différente. On peut faire du shaking, on peut rentrer dans une méditation en dansant, en faisant de la transe, entre guillemets. Il y a plein de types de méditations différentes. Moi, je sais que m'asseoir en tailleur et vraiment essayer de méditer, ça a été très compliqué pendant pas mal de mois, pas mal d'années. Tandis que par le shaking, ça vient vachement plus facilement. Après, c'est aussi savoir quel outil est le mieux pour toi pour passer en effet dans cet état de méditation. Comme tu viens de l'indiquer, on peut méditer tout le temps, partout. Parce qu'on est tout le temps dans son discours interne. Est-ce que la méditation, c'est à un moment donné mettre de la conscience sur les pensées que j'ai et sur ces pensées agir d'une manière particulière? Alors, on pense que méditer, c'est arrêter de penser. C'est pas ça. C'est accepter les pensées et les laisser passer.
Le but, c'est juste de ne pas les bloquer. Moi, j'aime bien expliquer comment méditer à quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je lui demande de s'imaginer sur un petit rocher au bord d'un fleuve. Il s'assoit au bord de ce rocher-là. D'abord, tu commences à te focaliser sur ta respiration pour revenir à soi, réussir à créer une bulle. Mais tu vas toujours penser. Et souvent, quand tu essayes de méditer, tu dis « Attends, est-ce que je suis en train de penser ? Ah oui, mince, mais du coup, je suis en train de penser puisque je suis en train de me dire est-ce que je pense ?» Et il y a des problèmes quotidiens qui viennent, il y a toujours de l'anxiété, etc. Et moi, j'aime bien dire à la personne, imagine en effet tes pensées qui passent là, et elles passent dans le fleuve et tu les laisses passer. Elles sont là, c'est OK, mais juste laisse-les passer. Bloque pas dessus. T'es en train de chercher un appartement, tu dis oh, mon appartement, ok mon appartement, mais c'est pas grave, on laisse passer, c'est pas ah ouais le T3 que j'ai visité machin. Là tu es plus dedans. On dérive. Mais oui, c'est essayer de se focaliser sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sur la respiration. Et c'est un état assez compliqué à expliquer. Oui, mais évidemment, c'est un état qui se vit. Oui, c'est quelque chose qui est propre à soi, je pense aussi. Comme tous les états. Alors moi, je dis de la méditation que c'est observer ses pensées vagabonder. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors moi, avec une démarche particulière, parce que c'est celle d'observer dans ces pensées qui vagabondent, celle qui nous préoccupe, puisque moi, dans mes accompagnements, ce sont des personnes qui sont préoccupées par leurs pensées, qu'elles n'arrivent pas à identifier. Ouais. Dans ce que tu dis, donc, dans cette approche qui est diverse, puisqu'il y a plusieurs pratiques, c'est typiquement donc un exercice. Je dis un exercice, c'est une pratique de recentrage. Mm-hmm. Donc, quand on fait du recentrage, qu'on se concentre sur soi, on arrive dans une démarche qui est thérapeutique. Oui. Voilà. Donc, le yoga est une forme de démarche thérapeutique. C'est un outil qu'on peut utiliser en effet en thérapie. On a d'ailleurs la yoga thérapie. Étant donné en effet que c'est un outil complètement pluridisciplinaire, pluridimensionnel et complètement holistique, le yoga a des effets sur pas mal de choses, sur notre corps, sur notre mental. Il agit sur notre cerveau directement à travers la neuroplasticité. Quand on fait du yoga, on crée de nouvelles connexion neuronale. Donc, ça va permettre à des personnes, non pas d'éviter, par exemple, la dégénérescence d'une certaine maladie, mais même d'obtenir et d'accéder à de nouvelles capacités. Donc ça, c'est assez hallucinant. J'ai écrit mon mémoire là-dessus. J'ai pu travailler avec des spécialistes en neurosciences, etc. Et en effet, tu vois que le yoga peut aider à certaines personnes à développer de nouvelles capacités. Ça va aussi favoriser la récupération musculaire. On va travailler sur la mobilité, sur la flexibilité. On va apprendre à respirer. On va apprendre à se concentrer. Donc, à travers tous les outils qu'on utilise dans le yoga, on peut en effet aider quelqu'un à travailler sur des maux ou sur des problèmes de santé, qu'ils soient mentaux, psychiques ou physiques. À travers le yoga. On peut l'utiliser aussi de pair avec d'autres outils, comme des thérapies énergétiques, comme de la nutrition. Le yoga thérapeutique, c'est vraiment l'idée de base d'utiliser les principes fondamentaux du yoga à travers une problématique ciblée sur une personne. Donc, ça va être vraiment... donc, le yoga thérapeute va accompagner la personne en fonction de ses maux, de ses besoins, en utilisant différents outils. Tu as en effet beaucoup d'anxiété, etc. On va beaucoup travailler sur la respiration, sur les pranas, sur la méditation. Le yoga favorise la réduction de la production de cortisol, donc l'hormone du stress. Donc, on va aider en effet quelqu'un à pouvoir venir relâcher, déstresser, se retrouver aussi sur un point donné et se connecter à soi, créer une petite bulle, entre guillemets. On arrive à créer des états dans lesquels on arrive à revenir en travaillant sur la respiration, le nerf vagal, le système parasympathique, etc. On en connaît pas mal là-dessus. Oui. Et en effet, c'est un outil qui va pouvoir nous aider à accompagner des personnes qui ont des maux X ou Y. Ouais, parce que l'idée en fait de notre échange, c'est que les gens comprennent mieux ce qu'est le yoga. Parce que pour certains, c'est des postures, un peu de respiration.
Et quand ils observent ça, ils se disent, je ne vais pas y arriver en fait. Mhm. Donc c'est pour ça que ça peut être un frein parce que c'est mal expliqué. Alors pour les gens qui me suivent, qui m'écoutent ou qui suivent mes formations, moi mon point d'entrée, de plus en plus, je leur dis que le pilier de la santé, c'est la respiration. Et j'aimerais revenir sur ça avec toi, parce que bon, dans le yoga, c'est quand même quelque chose d'important, la respiration. Il n'y a pas de yoga Voilà. sans respiration. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la respiration? Et puis, il y a les différentes formes de respiration qui peuvent être utilisées. Oui. Alors, quand on pratique le yoga, en général, on va proposer aux pratiquants d'utiliser une respiration qui est particulière, qui s'appelle la respiration Ujjayi. C'est une respiration par laquelle, alors en yoga en général, du moins pendant une pratique physique, on va respirer et expirer majoritairement par le nez. Parce que ça nous permet de garder l'énergie que l'on va créer de la chaleur, et c'est des respirations qui vont nous permettre de passer au-delà, dans certains cas assez challengeants, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est une respiration qui va se faire par l'arrière de la gorge. C'est une respiration qui fait le bruit semblable à celui d'une vague. Donc ça va être une respiration qu'on va utiliser pendant une pratique physique. Mais on a plein de types de respirations différentes. On va avoir des respirations qui vont être énergisantes, d'autres qui vont t'aider en effet à faire une balance entre ton yin et ton yang, entre guillemets, ton énergie forte et plus calme, l'énergie masculine, féminine, etc. On a deux hémisphères. La partie droite, c'est le yang, c'est la partie masculine, la partie énergie très forte, etc. Et la partie gauche, donc c'est la lune, la partie féminine, le calme. Donc c'est travailler en effet entre ces différents hémisphères à travers la respiration. Donc on va pouvoir faire des respirations alternées avec les narines. On va pouvoir faire des respirations énergisantes, comme je te disais, comme par exemple Kapalabhati. On va venir vraiment faire monter entre guillemets la chaleur, l'énergie à l'intérieur de son corps. Donc en fonction en fait de la sensation et de l'état dans lequel on est, on va utiliser différents pranayama, parce qu'en sanskrit on ne dit pas pranayama, pour pouvoir justement favoriser un état, un bien-être particulier. Bien sûr. Donc quelqu'un qui va par exemple être très fatigué, qui a besoin d'énergie, on va lui proposer Kapalabhati. Quelqu'un qui... Donc par exemple, sur ce que tu viens de dire, vous allez, au travers de la modulation de la respiration, créer un état physique. Agir sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, donc inspirer, expirer, être plus sur les expirations pour monter en énergie que sur les inspirations. Kapalabhati, c'est une expiration forcée. Expiration du coup là. Une expiration forcée et une inspiration passive. Ah ok, d'accord. On va vraiment faire une expiration intense et l'inspiration va se faire de manière naturelle entre guillemets. D'accord. Après il y a plein de types de respiration, je peux t'en parler pendant très longtemps. Mais ça je me doute, mais donc oui, l'idée c'est de vraiment prendre, quand tu as la possibilité de faire du cours ou du coaching en one by one, c'est vraiment demander à la personne ok, comment tu te sens aujourd'hui, même qu'est-ce qui se passe dans ton ventre, pour une femme est-ce que tu as des menstruations, etc. Parce qu'en fonction de ça, il y a des respirations qui vont être entre guillemets à éviter, d'autres qui vont être plus conseillées. Et en fonction, en effet, de l'état actuel de la personne, même de ce qu'il a pu vivre ces derniers jours, on va en effet travailler sur des pranayams différents. Des pranayams, d'accord. Je vais revenir juste sur quelque chose que tu as dit de très important, c'est la respiration nasale. Juste pour compléter, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est que, j'en parle aussi beaucoup, moi, et notamment par rapport à la cohérence cardiaque, mais pas que. C'est que la respiration nasale, c'est très étudié. On sait aujourd'hui qu'en fait, quand tu fais de la respiration nasale, tu vas mobiliser les ondes de delta et theta dans ton cerveau, qui sont les ondes de basse, qui permettent le relâchement et le lâcher-prise. Et en plus, ça va mieux oxygéner, si je puis dire, ton amygdale, qui est le siège de la peur, et ton hippocampe, le siège de la mémoire. Donc c'est pour ça que les gens souvent ne comprennent pas en quoi c'est important de faire de la respiration nasale. Alors il faut le comprendre, ensuite il faut encore une fois le vivre, et ça passe par la pratique, parce que tant qu'on ne pratique pas, on ne saura pas. Donc intéressant, donc la respiration c'est la base, d'accord ? C'est la base. Imaginons que moi aujourd'hui, je viens de te voir, j'ai entendu te parler de yoga, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Comment tu m'appréhendes ? Comment tu vas m'amener vers la pratique pour que je me dise, vers cette pratique, je vais vraiment découvrir autre chose et bien plus que ce que j'avais imaginé ? Déjà, je vais te demander qu'est-ce qui t'amène ? Pourquoi tu viens me voir ? Est-ce que c'est parce qu'en effet,
tu as juste envie de découvrir une nouvelle pratique, moi, je vais te dire, bon, bah, ok, je vais t'expliquer ce que c'est que le yoga. Je vais te faire je vais te demander si tu as des mots particuliers. En fait, ça va vraiment en amont, quand j'ai vraiment quelqu'un qui vient me voir pour un cours particulier, un accompagnement, je vais vraiment demander qu'est-ce qui amène la personne dans quelle situation de vie, entre guillemets, personnelle et professionnelle il se retrouve, s'il en a envie, bien entendu, de parler. Parce que si c'est juste quelqu'un qui me dit « ouais, j'ai juste envie de faire un peu de sport, de trouver davantage de mobilité et de flexibilité », bon, c'est OK. Moi, j'accompagne les personnes en fonction de leurs besoins. Donc, si tu penses que tu as juste besoin de ça, on reste sur quelque chose d'assez basique, entre guillemets, et on va travailler sur le corps. Mais je vais quand même toujours à tous les débuts, tous mes cours commencent par des pranayams, obligatoirement. Chant de mantra également. C'est-à-dire les mantras sont des sons courts ou des courtes phrases qui sont... alors, il y a des mantras courts qu'on connaît tous, comme le Om. Donc, c'est Aum, c'est pas Om, O-M. C'est un son qui va produire quelque chose dans notre corps, qui va nous permettre de nous ancrer davantage à la terre et qui va avoir vraiment cet effet de poser les choses donc avec les sons, on agit sur les vibrations, sur la partie vibratoire. En fonction du son qu'on va faire, on a Aum, Ram, on a plein de sons différents qui vont agir différemment sur sur notre corps en fonction des vibrations qu'il va créer. Ensuite, on peut aussi avoir des mantras qui peuvent être plus longs, qui sont souvent des courtes phrases positives, que ce soit dans ta langue ou dans une autre. Que l'on va répéter plusieurs fois, que ce soit à voix haute ou dans notre tête, qui vont nous accompagner pendant toute la pratique. Moi, j'aime bien faire ça. Ça permet à mes élèves de justement apprendre à créer une bulle et être dans l'instant présent. Et il y a quelque chose qui va les accompagner pendant toute la pratique. Et ça va créer aussi une énergie particulière. J'en ai parlé récemment là sur mes réseaux de la capacité qu'ont les pensées et les mots à agir. Une pensée, c'est une action énergétique. Donc, quand on pense positivement et qu'on se répète quelque chose de positif, ça va créer quelque chose automatiquement, que ce soit dans la tête ou dans le physique. Donc voilà, ça va être de la respiration, du chant de mantra, et ensuite on va partir sur une pratique physique, toujours accompagnée d'une certaine respiration. Quand on a une pratique hyper challengeante, on va proposer au milieu de la pratique de prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche, ou de faire le souffle du lion, entre guillemets. Donc c'est un pranayama assez particulier où on ouvre la bouche, on tire la langue, je ne peux pas le faire là, mais qui permet de ressortir un peu l'énergie quand on est monté un peu haut, quand on fait un power yoga par exemple. Donc voilà, on va prendre la raison de la personne, pourquoi tu viens me voir, qu'est-ce que tu as envie de voir, pourquoi tu penses avoir besoin de ça, et en fonction des pathologies ou des mots ou justement juste des besoins et des attentes de la personne, on va faire une pratique complètement adaptée, sur mesure et adaptée à la personne. Est-ce que tu préconises pour commencer le yoga d'abord de commencer par un cours individuel que plutôt d'aller dans un cours collectif, ou dans un cours collectif, il n'y a pas cette approche? C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Après, dans un cours collectif, moi, je fais des cours collectifs, je fais des cours collectifs à pas plus de 10-12 personnes, parce que je peux quand même accompagner, entre guillemets, assez individuellement les personnes. Dans mes cours, comme dans tous les cours de yoga, généralement, la professeure va demander s'il y a quelqu'un qui a une pathologie particulière à faire savoir, pour pouvoir faire attention à cette personne et lui proposer des options dans sa pratique, mais ce sera surtout physique. Moi, je ne prends pas plus de 10-12 personnes parce que ça me permet justement de parler en amont avec tous mes élèves, en aval si nous en ont besoin, de mettre un peu en pause, entre guillemets, le cours, si en effet il y a quelqu'un qui découvre un blocage particulier, où moi je vais pouvoir expliquer aussi aux autres ce qui se passe anatomiquement parlant, etc. Donc c'est toujours mieux, bien entendu, de faire un accompagnement personnel, mais on n'a pas tous la possibilité, les moyens, entre guillemets. C'est déjà bien de commencer par des petits cours, si on peut pas. Mais oui, le best du best, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui est formé, qui a en effet les outils pour pouvoir accompagner de manière holistique une personne et de faire de l'accompagnement personnel, quoi. Voilà, donc dans une approche, alors toi, ton approche, effectivement, elle est globale, mais quand même fonctionnelle et thérapeutique, parce que c'est une prise en compte qui est complète. Par exemple,
On va partir de mon exemple. Oui. Tu vois, moi, j'ai passé des examens au niveau des cervicales, de mes lombaires. On n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Et puis finalement, on a trouvé que j'avais des tassements, tu vois, au niveau des cervicales, des lombaires, des cartilages qui se sont un petit peu affaissés. Ça, c'est bien évidemment relié à ma pratique du sport de haut niveau pendant des années. Donc aujourd'hui, j'en paye les conséquences, et c'est normal. Donc il y a courir. On m'a dit, Thierry, tu vas arrêter de courir parce que c'est trop. Donc imagine que moi, j'arrive, que je viens te voir. Je te dis, ben voilà. Je viens te voir parce que j'ai besoin d'avoir une pratique complémentaire en termes de sport que j'ai jamais utilisée. Et je pense que le yoga pourrait être, pour moi, qui ai des problématiques de cervicales et de lombaires, une pratique qui va me permettre de continuer à faire du sport et d'aller vers une pratique dans laquelle je vais découvrir des choses sur moi que j'imagine même pas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me proposer en termes d'accompagnement? Si c'est moi, alors à l'accompagnement au niveau thérapeutique, au niveau psychologique et puis ensuite au niveau des postures et de la respiration. Alors sur ton cas à toi, c'est des problèmes physiques qui viennent en effet d'une pratique physique, d'une pratique sportive, c'est avéré. Ouais. On sait que c'est la conséquence de mouvements répétés où en effet ton corps s'est abîmé et en a payé les conséquences. Donc toi, j'aurais plus une approche avec du yoga fonctionnel où on va travailler sur beaucoup de mobilité, travailler sur de la flexibilité également, mais pas que, parce qu'en fait dans le yoga traditionnel, on a beaucoup de flexibilité, on a peu d'engagement et peu de mobilité propre. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'étirements passifs, etc. Okay. C'est là qu'on va réussir à se blesser. Avec le yoga fonctionnel, on va pouvoir en effet prendre, toi, certains problèmes. Alors, tu peux pas aller là, ok, pourquoi? C'est un manque justement de flexibilité, c'est un manque de mobilité, c'est un problème anatomique, c'est parce qu'on rencontre un blocage qui est, entre guillemets, on dit mécanique. Que c'est mécanique. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus ou pas? En fonction de tous ces mouvements-là, on va pouvoir identifier tes problèmes, entre guillemets, et on va pouvoir, en effet, utiliser les outils nécessaires pour pouvoir t'aider et soulager certaines douleurs qui vont être physiques. On va utiliser aussi la respiration pour pouvoir, là, je bloque, j'ai mal. Ok, on utilise la respiration, tu cibles, tu imagines où est ta douleur, tu respires dans cette douleur-là. Et on va venir relâcher le corps. On a beaucoup tendance, quand on arrive dans une pratique challengeante ou quand on a mal, à arrêter de respirer. Ah oui. Sauf que quand on arrête de respirer, on dit au cerveau, attention, alerte, il se passe quelque chose, ça va pas du tout. Et tout se bloque. Tandis que quand on respire, le cerveau se dit, ok, tout va bien, ça va aller. Et il faut imaginer aussi la visualisation. On s'imagine aller plus loin. Automatiquement, le cerveau va faire ce qu'il a à faire pour agir sur le corps. Et si, par exemple, c'est un manque de flexibilité, le muscle ou les tendons, etc., vont venir se relâcher un petit peu et on va réussir à aller un petit peu plus loin. Donc, toi, ça sera pas forcément... on va pas forcément aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres vies antérieures, etc. On sait que c'est physique-là. Après, en fonction des mots, ça peut en effet être prouvé par des médecins que c'est le tassement de certaines vertèbres dû à, en effet, des courses, etc. Mais aussi, il y a certains mots qui peuvent venir et qui veulent dire beaucoup de choses. Oui. Tu peux avoir mal à l'épaule gauche, ça aura un impact plus important par rapport à certaines choses que si tu avais mal à l'épaule droite. Tu vas avoir... en effet, moi, je me suis fait mal au dos. C'était surtout pour me dire, allô Manon, tu vas pas du tout sur la bonne route. J'ai un peu réfléchi. Quand est-ce que je me suis fait mal? Quand est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me ressens quand je comprends que j'ai mal? Et qu'est-ce qui me rend mal autour de cette blessure? Ok, donc en fait, l'idée, c'est de prendre conscience de la douleur et d'essayer de chercher l'origine de cette douleur. Donc, elle peut être mécanique, mais elle peut vouloir dire aussi d'autres choses. Donc, en fonction des mots que toi, tu vas pouvoir avoir, moi, je vais pouvoir essayer de travailler sur, en effet, déjà rien que physiquement, quelle est l'origine de ce mot-là, tu vois. Ouais. Donc, sur toi, ça serait vraiment... C'est plus mécanique qu'autre chose, on le sait. Alors, tu le sais, tous tes sujets... Mais pourquoi c'est arrivé maintenant? Tous tes sujets me passionnent, on en parlait hors antenne. Donc, l'accumulation de tout ce que j'ai fait pendant ma vie m'a amené à ces symptômes qu'on peut expliquer de manière médicale avec des IRM.
mais ça peut être la conséquence d'autres choses. Oui. Donc, relié à d'autres choses. Ça pourrait être... parce que si moi, je suis curieux et que tu m'accompagnes, forcément, je vais te demander peut-être de m'amener des explications qui ne sont pas aujourd'hui dans le champ de ma conscience, mais qui pourraient être. Oui. Quelles pourraient être ces autres explications, sans aller trop loin, en fait? Alors aujourd'hui, on peut travailler avec la psychanalyse transgénérationnelle. En fait, on va avoir une hérédité dans la psyché, c'est-à-dire que la psyché va se transmettre, on va avoir une empreinte psychique, car la psyché se transmet à travers les génotypes, donc de ton papa, de ta maman, de ta grand-mère, etc. Donc il y a des personnes qui ont pu vivre certaines choses dans le passé, donc dans des générations précédentes, et qui vont pouvoir avoir un effet et une action sur ta vie actuelle. Bien sûr. Il y a des personnes qui ont une peur bleue de l'eau, et ils ne savent pas pourquoi. Il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher avant. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et l'idée, en fait, moi aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser dans cet accompagnement thérapeutique-là, en utilisant tout ce genre d'outils, c'est de permettre aux gens de prendre conscience. Parce que la prise de conscience, c'est déjà à peu près 70% de la guérison. Moi, je dis 90, tu vois. Écoute. Ouais, les chiffres. En fait, l'idée, c'est que l'inconscient a besoin de nouvelles informations pour éviter la reproduction et la radicalisation de ce qu'il a pu enregistrer sur les générations précédentes. Donc, la prise de conscience, elle va agir sur le système nerveux volontaire et l'acte ensuite, va agir sur le système nerveux, sur le système vagal. Okay. Donc, déjà, le premier travail, c'est la prise de conscience. Bien sûr. Et donc, ça va déjà beaucoup aider la personne. En fait, on va vraiment explorer du coup l'influence des expériences passées sur le bien-être actuel de la personne. C'est hyper passionnant, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué aussi à comprendre. Mais alors attends, comment ça? Ma grand-mère, il lui est arrivé un truc, ça me retombe sur moi. Et oui, parce qu'en effet, c'est héréditaire. Voilà, on a une empreinte psychique et c'est comme ça. Donc on peut passer des années à chercher physiquement, médicalement, la cause et l'origine d'un mal, de nos maux, sans réussir à le guérir. Parce qu'on va pouvoir dire, OK, fais de la kiné, OK. Mais en fait, là, si j'ai mal au dos, c'est pas forcément parce que j'ai soulevé un poids de la mauvaise manière ou parce que j'ai une mauvaise cambrure, j'ai une hyperlordose ou quoi qu'est-ce. Ça peut venir d'autres choses. Ça peut être des maux. Il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies émotionnelles. Ce sont des maladies qu'on va se créer soi-même. Le cancer est une maladie émotionnelle. Il y a énormément de maladies, en fait, où quand on travaille sur le mental, sur la psyché, on va réussir à aider une personne X ou Y à avoir une réelle guérison parce qu'on est passé sur quelque chose de plus profond. Mais on va au-delà. Alors, dans tout ce que tu dis, bien évidemment, tout ça, ça me passionne. Et c'est pour ça que tu vas venir en complément de ce que moi, je fais déjà dans mes pratiques, parce que tu vas au-delà de ce que moi, j'amène. Je parle évidemment de l'épigénétique dans mes accompagnements, c'est ce dont on vient de parler. Au travers de tes cellules, on t'a transmis des pathologies. Tu n'as rien demandé, mais tu es stressée, tu es anxieuse. Ben ouais, c'est comme ça. Tu as récupéré des maladies. Donc aujourd'hui, on sait de quelle manière on peut agir sur l'environnement interne, sur soi, la respiration, toutes les choses qu'on peut mettre en place, sur l'environnement externe, en évacuant de son environnement tout ce qui pourrait être toxique. Toi, ça va au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle reliée à l'esprit. Donc, tu peux aller jusque-là ou conseiller les personnes jusqu'à cet accompagnement. Oui, après, moi, je travaille aussi sur... j'ai une partie énergétique. Voilà, c'est ça. Je travaille avec le Reiki, qui est une médecine japonaise énergétique, en fait, par laquelle on vient canaliser l'énergie universelle. En fait, la personne qui effectue du Reiki va juste être un canal entre l'énergie universelle, l'énergie qui se trouve au centre de la Terre. Le Reiki va permettre d'accélérer un processus de guérison, par exemple. Ça va avoir des effets multiples sur une personne. Ça a été prouvé scientifiquement. Aux États-Unis, ils ont fait pas mal d'études sur le Reiki. Dans certains hôpitaux, ils ont ouvert des ailes Reiki pour pouvoir aider justement des cancéreux au-delà de la chimio. Donc moi, j'ai travaillé sur cet aspect-là. Donc quelqu'un qui va avoir certains maux, on va pouvoir travailler sur l'aspect énergétique qui va avoir une action physique
sur les cellules. Alors, si tu me permets, pour que les gens comprennent bien... Ouais, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Pour qu'ils comprennent bien la différence, s'il y a une différence, je pense qu'il y en a une, même si la frontière doit être fine entre le yoga, la pratique du yoga et le Reiki. Alors, le Reiki, c'est une pratique purement énergétique. D'accord. Et le Reiki, il faut être initié également pour faire du Reiki. Alors, tout le monde peut faire du Reiki, mais il faut être initié par un maître Reiki qui, lui, dispose de tous les outils nécessaires à l'initiation d'un nouveau bébé Reiki, entre guillemets. Tandis que tout le monde peut faire du yoga sans forcément être formé. Par exemple, si tu es en train d'écrire tes manifestations, tu es en train d'écrire sur ton petit calepin le matin en respirant, tu fais du yoga. Si tu aides un chien dans la rue qui a besoin d'aide, tu fais du yoga. Tandis que quand tu fais du Reiki, tu mets en place un canal énergétique, tu crées un canal énergétique entre toi et ton patient. C'est encore différent. Donc, c'est toi, en tant que maître, qui va transmettre... Moi, je ne suis pas maître. Oui, non, mais toi, je veux dire, le maître qui va t'accueillir, qui va décider de t'accompagner, il va déjà donc, déceler chez toi des capacités à pouvoir le faire. Non, toi, demain, tu peux venir te faire initier. Il y a bien entendu des personnes qui vont être plus puissantes que d'autres. Au niveau énergétique, parce que, niveau énergétiquement parlant, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, entre guillemets. Et puis après, ça se travaille. On peut travailler, en effet, monter énergétiquement parlant. J'ai une question. On va le relier à ce que tu as dit précédemment. Tu as parlé des pensées. Les pensées, c'est de l'énergie. Et quand on pense positivement, on dégage une certaine forme d'énergie. Comment on peut agir, du coup, sur ces énergies? Alors, à travers toujours la respiration. Et à travers ses pensées. En fait, c'est bête, mais quand on parle beaucoup de la loi d'attraction, etc., quand on est positif, on attire le positif. Quand on a une pensée, quand on manifeste, quand on parle, les mots ont un impact monstrueux sur les gens. C'est tout bête, mais tu vois deux petits garçons tout petits. Il y en a un à qui on dit qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est fort et qu'il va aller loin. Il va devenir beau, intelligent, et il va avoir la force de tester des choses et d'oser dans sa vie. Tu vois un petit garçon à qui on dit depuis tout petit qu'il est bête, qu'il est bon à rien, ça va généralement... Il y a bien entendu beaucoup de personnes qui arrivent à s'en sortir alors qu'ils ont été, entre guillemets... pas bien accompagnés. Mais on voit qu'en effet, les mots ont un impact, mais sur le physique... et sur le psycho. Donc c'est bête, mais on peut trouver une nana un peu bête de se regarder dans un miroir et elle se dit « je suis belle, je suis forte, et j'y arrive ». Mais non, c'est véridique. Ça crée, comme je disais, c'est un geste énergétique, ça va créer de l'énergie positive. Ouais, c'est la capacité que je vais développer à développer bien évidemment des croyances qui vont m'accompagner. Alors ces croyances, ou dans mon enfance, effectivement, j'étais déjà dans un environnement où ça m'a permis de le faire et d'y croire, donc de développer de la confiance en soi ou pas. Après, ce que tu dis, bien évidemment, moi j'étais aux Jeux Olympiques là, avec des athlètes et puis les athlètes médaillés, pour ceux qui ont été champions olympiques, je pense juste à Simone Biles ou la sprinteuse américaine qui a gagné le 100 mètres, qui dit que pendant toute la durée de l'épreuve, elle se disait « je suis championne olympique, je suis championne olympique ». Mais tout ce travail, il a été fait pendant 3 ans avant, 4 ans avant. Et tu agis en fait sur une situation. Et c'est important. Tu envoies une certaine énergie sur une situation. Et ça, c'est difficile, tu vois, à entendre pour des personnes qui ne s'intéressent pas au sujet, qui l'observent juste. Alors que pour ceux qui le vivent, ça fonctionne. Donc, encore une fois, le yoga, comme on va dire toutes les pratiques dans le développement personnel, mais c'est de la pratique et pas juste de la théorie. Oui. Et comme tu vois, tu me demandais qu'est-ce qui se passe dans mes cours. Voilà. Le chant de mantra et la visualisation, etc., ça fait partie de ça. On crée une énergie particulière, on se met dans une énergie particulière et du coup, on attire, on ouvre un canal énergétique sur quelque chose de plus positif. C'est ça. Alors justement, puisque tu en parles, comme tu vas venir, voilà, les personnes qui vont nous écouter vont le savoir, mais tu vas venir en complément comme intervenante dans la prochaine formation que je vais donner. Donc, du coup, en complément de ce que moi je propose déjà, parce que tu as des expertises que je n'ai pas, bien évidemment, qu'est-ce que tu pourras proposer dans le cadre de ces interventions? Alors, il y aura effectivement des webinaires où le public pourra venir discuter avec toi, échanger avec toi. Et ensuite, dans le cadre des cours que tu proposes en ligne ou dans le cadre des coachings privés?
Alors, dans le cadre des coachings privés, c'est vraiment, ça va être tout ce dont on a parlé ensemble. Donc, c'est vraiment aller chercher, cibler la raison pour laquelle la personne aurait besoin de moi, entre guillemets, et mettre en place les outils nécessaires à l'accompagnement de cette personne. Donc, que ce soit purement du yoga, entre guillemets, du fonctionnel, du yoga thérapeutique, du travail avec les énergies, c'est nécessaire. En fait, tout ce dont j'ai parlé là pendant tout ce podcast-là, on pourra le mettre en place. Sur le studio Nomad Flows, qui est un studio en ligne, on retrouve différents types de cours. Donc, on va avoir du yoga vinyasa basique, entre guillemets, où ça sera plus du yoga sportif. On va avoir du yoga thérapeutique et fonctionnel, où là, on va vraiment cibler sur certaines problématiques, le dos, le sommeil, le stress, donc on va pouvoir travailler là-dessus. Je vais aussi sortir de nouveaux programmes, bien entendu, qui sont en cours. C'est beaucoup de travail et oui. En étant entre Bali et la France, ça n'a pas été évident de tourner tout ça en temps et en heure. Donc il va y avoir aussi de nouveaux programmes auxquels ils auront accès, bien entendu. Voilà, il y a un petit peu de tout. On peut faire du cours particulier en ligne. On peut, si il y a des chanceux qui sont avec moi à Bali, faire des cours privés aussi également physiques. Est-ce que tu peux donner des cours privés en distanciel aussi? Oui, bien sûr. Oui. Ok. Oui, c'est un peu le but aussi de ma présence sur cette formation. C'est s'il y a des personnes qui sentent en effet, qui ressentent le besoin d'être accompagnées et d'aller plus loin en utilisant ce genre de pratique-là et de comprendre un petit peu ce qui leur arrive. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner. Alors, il y a des personnes qui vont me dire ou te dire, est-ce que c'est aussi efficace que si c'était en physique? Alors, parce que moi, je le vis, dans les coachings ou même dans les séances d'hypnose et que je donne en distanciel. Les gens, au début, ils se disent, ça ne va pas fonctionner, ça fonctionne. Donc, le yoga... En distanciel, ça fonctionne. En distanciel, ça fonctionne. Okay. Même les soins énergétiques en distanciel, ça fonctionne. Après, ça dépend qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les soins énergétiques? Quand tu dis que ça fonctionne, parce qu'on a du mal à se dire que des soins énergétiques en distanciel, ça pourrait fonctionner. Ouais, c'est assez hallucinant. Alors moi, j'ai envie de te dire, il faut le vivre Moi, j'ai été... En fait, moi, ça fait plus de 15 ans que je baigne dans le monde des énergies. J'ai une maman qui est chamane, maître Karuna. Elle développe beaucoup de choses. Et à la base, moi, j'étais sceptique par rapport à tout ça. Et c'est quand elle a commencé à me soigner, moi, par exemple, de Bali, depuis la France, que j'ai fait « Ah, waouh !» Ok, ça marche vraiment. Elle t'a soigné sur quelque chose en particulier? Tu peux en parler ou pas? Sur quelque chose en particulier? Alors, moi, j'ai rencontré... C'est des douleurs physiques ça a été des douleurs physiques. Ça a été aussi... Après, là, on n'est plus sur de la médecine énergétique. On est sur encore autre chose. C'est plus du chamanisme, etc. Okay. Donc là, on va partir peut-être un peu trop loin pour des personnes, entre guillemets, un peu terre-à-terre et un peu plus cartésien. Mais oui, en fait, l'énergie... si je peux te soigner d'ici, je peux te soigner à 12 000 km, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que là, il y a quand même un contact presque physique, j'ai envie de dire. Et puis au niveau énergétique, on peut comprendre qu'au niveau vibratoire, ça passe. On pourra avoir un peu plus de mal à le comprendre au travers d'un écran. Ça marche beaucoup à travers la visualisation. Alors, par exemple, moi, quand je vais faire un soin énergétique ou que ma mère fait un soin énergétique, on ne va pas être en visio. Parce qu'en effet, on évite de se coller à un téléphone, on se met dans une bulle particulière, on va allumer une bougie, on va travailler avec de l'encens, etc. On va se créer une bulle particulière pour pouvoir recevoir l'énergie, quoi. Après, c'est un peu compliqué à expliquer ça. Et c'est pas encore, je suis pas spécialisée là-dedans. Je peux pas dire, voilà, je touche à ça, bien entendu. Tu commences à y toucher, puis tu progresses. J'y touche depuis un moment, ça fait depuis que j'ai 15 ans quand même que je suis initiée au Reiki, mais là, j'ai passé mon second degré. Donc, énergétiquement parlant, je suis en train de aussi décoller un petit peu plus. Voilà, donc... Et cette pratique du yoga, ou du Reiki, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout type d'individus? Elle s'adresse à tout type d'individus, oui. Mais pas avec n'importe qui. Et les enfants? Beaucoup. Ça marche très bien. À partir de quel âge? De 3 ans, ça marche super bien. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'en plus, les enfants, c'est hyper cool pour eux parce que on leur demande de se concentrer sur certaines choses. Alors, bien entendu, on ne donne pas un cours à un enfant comme on donnerait un cours à à un cinquantenaire, on s'entend. Il faut que ce soit plus
plus ludique, etc. Mais les enfants sont très réceptifs avec le yoga parce qu'on met en place le corps, on leur demande de respirer de certaines manières. Les pranayams peuvent devenir très rigolos pour des enfants. Complètement. Et ils vont ressentir beaucoup les bienfaits. Et en fait, ils n'ont pas tous ces problèmes-là d'overthinking qu'on va avoir, de penser à 15 000 trucs en même temps. Alors oui, il y a des enfants qui sont hyperactifs, ils sont tout le temps. Oui, mais bon, en fait, comme tu leur demandes, tu leur demandes de se concentrer sur quelque chose, ils vont pas justement partir à droite à gauche. Le cerveau est dans sa phase de développement, donc c'est plus facile pour eux tout de suite de mettre en place la bonne coordination, les bons automatismes. Et puis, en fait, sans même se rendre compte, ils vont en effet ressentir tous les bienfaits. Waouh, je suis bien, ouais, je suis posée, oh là là, je me sens détendue. Oui. Et puis, en plus, ils peuvent aller généralement un peu plus loin, parce que un enfant, généralement, c'est un petit chewing-gum assez tôt. Donc, c'est quand même, oui, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, que ce soit moteurs ou pas, en fait. C'est vraiment pour tout le monde, mais à condition d'être avec quelqu'un qui est formé à pouvoir accompagner n'importe quel type de personne. Dans tes accompagnements, tu as déjà accompagné des personnes avec des pathologies, entre guillemets, un peu lourdes, tu vois, difficiles? Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos. Ça, c'est très récurrent, que ce soit en yoga, mais en général, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos. J'ai eu des personnes avec des mobilités réduites, par exemple sur les jambes, qui n'avaient pas une mobilité suite à un accident de moto ou des trucs comme ça. Moi, j'ai accompagné personnellement, c'était pas professionnellement parlant, mais j'ai pu travailler avec quelqu'un aussi qui a fait un AVC, qui est vraiment paralysé toute la partie droite. Mais là, ça va être plus sur essayer de se focaliser sur quelque chose, de se concentrer, beaucoup de respiration. Ça peut être, j'ai un peu de tout. J'ai des personnes, des femmes enceintes. Et dans cette approche qui est fonctionnelle, donc tu travailles sur les postures, les étirements, la respiration. Ça ressemble, mais pourtant il y a une différence, à la pratique d'un kiné. C'est différent, mais il y a des choses qui sont similaires. En fait, le truc, c'est généralement, quand on va chez le kiné, il va nous donner justement des exercices de mobilité, de renforcement musculaire afin de soigner et de rééduquer un membre ou une partie de notre corps. En effet, dans le yoga fonctionnel, on va rajouter des exercices de mobilité et de renforcement musculaire. Donc oui, en fait, quelque part... tu vois, moi, j'ai un problème avec mon épaule. Je fais de la rééducation en kiné. Mais en fait, ce qui me fait faire, je le fais souvent dans mes propres flows ou sur mon warm-up ou sur mon slowdown à la fin de mon cours, en fait. Donc oui, on va avoir des mouvements de mobilité, mais c'est pas forcément juste pour réparer, c'est justement aussi pour prévenir. Ouais. Puis surtout, je vais revenir à ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que chez le kiné, on va chercher un outil en fait qui va nous permettre d'agir sur quelque chose en particulier. Dans le yoga, si j'ai bien compris, c'est pour ça que je me reprends, on est dans une approche qui est spirituelle. Donc dans un art en fait de vivre, on va chez le kiné pour aller chez le kiné. Ouais. C'est ça. On reste sur le physique. Voilà, c'est ça. Chez le kiné, bon, bien sûr, tu vas aller ressentir qu'est-ce qui se passe là, etc. Mais en fait, on va utiliser cet aspect purement physique dans une pratique qui est holistique. Ouais, c'est ça. Après, je connais des kinés. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que les kinés font mal leur boulot. Je connais des kinés qui sont évidemment dans cette démarche, mais l'outil d'accompagnement est juste différent. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Est-ce que tu aimerais rajouter des choses? Moi, ce que je voudrais que les gens comprennent au travers de cet entretien, c'est que on se connaît, on partage des passions communes, et j'ai l'impression qu'on a une approche différente, et c'est ça qui est super intéressant de l'accompagnement. Alors, même qu'on veut aller au même résultat. Oui, en fait, on a envie de travailler à peu près sur les mêmes choses sur les personnes, mais de manière différente. Et c'est pour ça que tu es là et que tu es invité, que tu vas intervenir. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire. Voilà. Parce que même ton approche peut parler à certaines personnes, comme pas à d'autres, et moi, tout pareil. Et même si on veut arriver au même résultat, on n'utilise pas les mêmes outils. Exactement. Et ça va pas avoir les mêmes effets non plus physiques et psychiques sur tout un chacun. Complètement. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir travailler ensemble, et peut-être que moi, je vais bloquer sur certaines choses que toi, tu vas pouvoir faire débloquer et vice-versa. Et que toi, tu vas débloquer aussi des choses chez moi, parce que c'est ça l'intérêt. Oui. Et puis surtout, ce qui est important dans l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle la relation de confiance. Et le premier rendez-vous, c'est celui qui va déterminer ensuite la qualité de l'environnement, enfin la qualité de l'accompagnement, pardon. Donc d'avoir autour de soi des compétences,
multiples, et ben, moi, ça me permet aussi d'être beaucoup plus performant et légitime, du coup, dans mon métier et dans mes pratiques. Ouais. Donc, Je trouve que c'est important aussi de savoir qu'on peut pas tout gérer tout seul. C'est important d'appeler à l'aide ou à la rescousse certaines personnes qui ont d'autres capacités. bien sûr, et, d'autres compétences, d'autres voilà. compétences. Et voilà, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est important aussi de pouvoir comprendre dans le monde de l'accompagnement. Donc, tu repars bientôt sur Bali. Dans une petite voilà, semaine. pour quitter, on va dire, la froideur qui va arriver peut-être. Et en France, c'est quoi les prochaines étapes pour toi maintenant? Bien, écoutez, les petites étapes sont multiples. Moi, j'accompagne sur Bali des personnes qui veulent aussi faire des voyages. Ouais. Donc moi, j'ai plein de petites cassettes Je sais. sur des voyages bien-être où en effet, je vais pouvoir accompagner sur plusieurs jours des personnes qui vont venir en plus sur l'île des dieux. Donc, c'est quand même assez paradisiaque de pouvoir travailler sur soi dans ce genre de lieu-là. Donc, organisation de voyage. J'accompagne aussi des personnes qui créent des retraites de yoga là-bas. Donc, c'est moi qui manage les retraites qui Donc, quand tu dis en voyage, place. des personnes qui veulent venir à Bali, donc Oui. vol Un puis couple. hébergement. Un couple Voilà. qui veut partir Et qui 15 veut jours, visiter. qui savent pas par où commencer, D'accord, qui ont ok. envie quand même d'avoir un aspect plus spirituel, qui ont envie de travailler sur eux, qui ont envie de faire du yoga, des soins énergétiques, etc. Et là, tu peux leur proposer un parcours. Moi, je leur gère tout et je les accompagne pendant le voyage, Super. si nécessaire, en H24 ou alors juste sur quelques jours, justement pour travailler sur tout ce dont ils auraient besoin de travailler. Et ensuite, sur des retraites. Et ensuite sur des retraites, parce qu'en fait à Bali, la plupart des gens ne le savent pas, mais bon, c'est un peu comme dans tous les métiers, dans tous les pays, hein, mais si tu n'as pas un permis de travail, en tant que professeur de yoga en France, tu n'as pas le droit normalement de faire une retraite de 15 jours en France. D'accord. À Bali. À Bali, oui. Moi, d'accord. je serais française, enfin, je suis française, mais je Tu es vivrai toujours en France. Je viendrai juste faire 15 jours de retraite à Bali. Je suis dans l'illégalité la plus totale. Ouais. Donc, moi, en fait, je donne le passe-droit, entre guillemets, à des profs de yoga de pouvoir faire leur retraite légalement parlant. Ok. Parce que moi, j'ai monté du coup Ta ma boîte licence là-bas. C'est une licence que tu as? C'est comme une ESA. D'accord, C'est ok. une société. T'as fait- J'ai ma société, j'ai mon staff balinais. Donc, tu peux organiser des retraites et faire venir sur ces retraites des Ouais. intervenants français, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Voilà. Donc, Donc, moi, si je veux faire une retraite avec toi, Ouais. si je veux être intervenant sur une retraite il faudrait avec toi, aux yeux de l'immigration, c'est moi qui organise la Bien retraite, sûr, c'est ouais. moi qui japote tout. Mais Pour super. que toi, tu as vraiment le droit de le faire, quoi. Ok, d'accord. Donc, il y a ça. Après, j'ai hâte aussi de travailler sur les différentes formations. Ouais, les différentes formations et puis les retraites aussi, de toute façon, puisque j'ai des projets sur ça et puis on en a parlé. Donc, l'information viendra à temps voulu. Voilà, donc plein de petits projets. Et puis, donner des cours tout simplement là-bas, en physique, accompagner les gens qui en auraient besoin. Eh ben, ok, mais super. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ben, Merci de m'avoir invité. Je vais te souhaiter une bonne continuation. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, il y aura les liens de toute façon de tes différents réseaux sociaux et ton site et Nomadsflow sur la capsule, bien évidemment. Et puis on te retrouvera bientôt sur mes formations. Avec plaisir. Merci Manon. Merci. À bientôt. À bientôt.